Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Ma Ligue 2. Un week-end très mouvementé en Ligue 2 et beaucoup de choses à dire. On recevra Lucas Blades de Rodez pour parler de son excellent début de saison avec déjà 4 buts au compteur. On accueillera aussi Nicolas Fillon, journaliste de France Bleu Auxerre, pour parler de l'AGIA qui monte en puissance avec son duo Gauthier-Hein-Gaëtan Charbonnier. Et puis on terminera par l'habituel quiz. Et sans oublier les faits marquants évidemment. Et pour m'accompagner aujourd'hui, Philippe Dechter et Clément Maillard. Salut messieurs, la forme? La forme, toujours. Avec toujours les beaux maillots vintage de Clément. Il nous a sorti l'Écosse 1902 aujourd'hui. C'est ça. Bon, 80 ans plus tard, normalement 92, 93 et peut-être même 94. Il gardait plus les maillots. Ouais. Et il y avait qui comme joueur Ali McCoist, non? Ouais, je ne saurais pas te dire. Ah ouais, ok, le mec il a des maillots vintage. Moi je me rappelle d'Ali McCoist et d'un Gary McAllister. Et c'est peut-être l'Euro 96. Hein. Moi je peux te citer James McFadden, mais c'est beaucoup plus récent. C'était pas cette époque. Voilà. C'est Philippe qui t'a fait penser avec ses cheveux à James McFadden, je crois. Il y avait un peu la coiffure en fin de carrière, c'est ça. Je connais pas, mais bon, trêve de bavardage écossais. Revenons à notre championnat préféré, la Ligue 2. On va débuter par tout simplement par les faits marquants, comme je le disais dans l'introduction. Peut-être on va commencer par Philippe. Qu'est-ce que tu retiens de beau de ce week-end? Il y a beaucoup de choses à dire. Ben, malheureusement, je retiens quelque chose de pas beau. Pour une fois, je vais pas parler de football, mais je parlais de ce qui s'est passé en tribune lors du match Le Havre Toulouse ce lundi soir. En plus, c'est encore un petit peu chaud avec donc ce qui s'est passé malheureusement pour Khalid Boutaïb. Je trouve ça extrêmement grave ce qui s'est passé depuis la tribune. En fait, même à chaud et même à froid maintenant, quand je reprends un petit peu ce qui s'est passé, et puis quand je vois les différents communiqués qui ont pu être sortis, notamment par le joueur qui s'est excusé, mais qui a quand même dit qu'il y avait eu des limites à ne pas franchir à la critique, le club du Havre qui a également communiqué en parlant de ligne rouge, donc on ne sait pas encore exactement ce qui a été proféré par le spectateur, je ne parlerai pas de supporter, mais de spectateur. Je trouve ça inadmissible, et ce qui me choque encore plus, c'est se dire que finalement c'est devenu assez banal, ce genre de comportement. On a quand même affaire à un mec qui descend plusieurs marches de la tribune pour venir hurler sa haine et son mécontentement à un joueur de foot qui fait son métier, qui ce soir-là l'a pas fait très bien, mais connaissant Khalid Boutaïb, ça fait quand même des années qu'on le fréquente en Ligue 2. C'est quelqu'un qui sait parfaitement, et sachez-le, les joueurs de foot qui font un match de merde, ils savent très bien qu'ils font un match de merde, et quand ils font un bon match... Et c'est les premiers déçus. C'est les premiers peinés, parce que voilà, il faut revenir à ce qui se passe, qui provoque ça, c'est que Boutaïb loupe un face-à-face à 7-8 mètres du but, 10 minutes avant, contre Maxime Dupé. Il reçoit un ballon suite à une grosse erreur défensive de Rouault. Franchement, peut-être qu'il ne s'attend pas à recevoir le ballon en aussi bonne position. Et honnêtement, Dupé est aussi un excellent gardien, et Dupé, il rentre souvent dans la tête des attaquants. Alors on dit ouais, il loupe un truc immanquable. C'est vrai pour un bon attaquant de Ligue 2. Boutaïb, c'est le genre d'action, normalement, il va le mettre au fond. Mais il ne faut pas oublier aussi tout le contexte et le fait que quand tu as Maxime Dupé en face et qui bondit hyper vite du bon côté, eh ben, c'est pas si simple de marquer un but à Dupé, même dans cette position. Bref, moi, je trouve ça... en fait, je suis toujours du côté des supporters quand ils critiquent leurs joueurs, quand il y a des banderoles, ce genre de choses. Pour moi, le stade, c'est un lieu d'expression, mais il y a des limites à pas franchir. Et voilà, tu descends pas de ta place pour venir vraiment gueuler au visage de ton attaquant. Alors, certes, Boutaïb, il fait 2 mètres pour aller voir, mais pour moi, c'est tout à fait logique. Il a le droit aussi, au moins, d'entendre ce que dit le gars et puis de lui répondre. Et en plus, il a aucun geste d'humeur. Boutaïb, justement, je trouve qu'il reste très très calme sur cette situation. Ah, moi je pensais qu'il était parti pour lui en coller une. Quand on le voit s'approcher comme ça, c'est vrai que sur le coup j'ai eu peur. Mais et c'est très bien, moi je tiens à saluer justement son attitude, et en plus c'est un mec qui reviendra encore plus fort derrière parce que justement il va être tout à fait capable de passer à autre chose et puis de reclaquer des buts. Et à l'inverse aussi, je trouve ça pas bien, les débordements de joie qu'on voit en ce moment sur les stades où les supporters se permettent de rentrer sur le terrain. C'est un truc qu'on voit depuis le début de l'année. Alors là, les supporters havrais sont très très vite remontés dans la tribune parce que suite à ce qui s'est passé à Nice, c'est chaud. Et tout de suite, le speaker, d'ailleurs l'arbitre a demandé au speaker de leur dire de remonter. Mais ça, à un moment donné, t'es spectateur, t'es supporter,
ta place est en tribune. Le terrain vert, c'est sacré, c'est les joueurs. C'est un endroit qu'on doit respecter. Je comprends pas qu'on puisse se dire, vas-y, je vais sauter au-dessus de la petite balustrade. Ce qui fait flipper, c'est que là, en l'occurrence, on savait qu'il allait pas avoir national parce que c'est un but du Havre. Donc les mecs viennent célébrer. Mais ce qui fait flipper, c'est que si c'est Toulouse qui attaque de ce côté-là et que le gars vient célébrer, alors sans forcément avoir envie de chambrer le public, mais vient juste célébrer face au COP et que le COP à ce moment-là descend. Onéou le fait un peu en première. Voilà, bah d'ailleurs, Onéou l'a un peu fait. Mais heureusement, non, mais je me dis, heureusement qu'à ce moment-là, les supporters descendent pas sur le terrain comme ils ont pu facilement descendre sur le but, en fait. Ben, c'est ça. Et je me dis, on est dans un contexte. En fait, on est dans un contexte actuellement où en plus ça commence à être très chaud entre certains supporters de clubs qui, pour le coup, Ajaccio Le Havre, on sait qu'il y a un passif. Sochaux, Ajaccio, maintenant il y a des petites histoires. Et on sent que tout le monde est à fleur de peau. À un moment, on va se détendre. C'est du foot, on est un attaquant, on a le droit de louper un but, c'est pas une raison pour sortir je sais pas quoi. D'ailleurs, je trouve que les supporters qui étaient juste à côté de Boutaïb et du spectateur qui viennent ont plutôt une bonne réaction. Il y en a même un qui dit à Khalid, c'est bon, laisse tomber, en mode c'est un con de toute façon, visiblement. Bon, je le connais pas, mais pour avoir fait ça, et puis visiblement il a eu une sortie en tribune qui était assez pathétique. Donc voilà, j'espère qu'il sera puni et bien comme il faut. Maintenant, c'est facile, on a les images, on sait ce qui se passe, et puis on aura probablement bientôt les sons. En tout cas, gros soutien aux joueurs. On est les premiers d'ailleurs, nous, en tant que journalistes observateurs, à dire quand un joueur fait des choses très bien et à dire quand ça va pas. Et les joueurs l'acceptent très bien, il n'y a pas de souci, ils le savent, et sachez-le, c'est les premiers à être au courant de leur niveau de prestation. Donc c'est pas la peine d'en rajouter des tonnes et puis de voir des débordements comme ça. Ouais, ouais, moi j'aimerais bien compléter sur ce côté insulte. C'est un truc qui m'énerve et que j'avais déjà sorti des tweets dessus parce que c'est un truc qui m'insupporte au plus haut point. C'est pareil, on a eu ça pendant l'Euro 2016, je sais pas, les critiques sur le Deschamps, plein de trucs. C'est qu'on peut critiquer, mais on peut le faire, enfin, il faut le faire aussi d'une certaine façon. Et qu'il y a vraiment beaucoup ce côté, alors sans partir sur il a jamais joué au foot ce mec-là, pourquoi il insulte, etc. Voilà, mais il y a ce côté. Les gens se permettent des choses et au final, ce sont des professionnels. En plus de ça, ce sont des êtres humains. Ça se trouve, le mec, il a mal dormi, il a des problèmes familiaux, on sait pas. Et chacun, dans son propre travail, hein, qu'on soit professeur, je sais pas, ouvrier, patron d'entreprise, on fait des erreurs. Et il faut aussi se rappeler qu'ils ont le droit de faire des erreurs, de louper. Alors, bien sûr, on peut dire à son voisin, putain, qu'est-ce qu'il rate, il doit jamais rater ça, etc. De là, et c'est un peu la différence. Le type qui fait plusieurs mètres pour l'insulter, j'ai envie de dire, mais voilà, sans dire espèce de couillon, t'as jamais joué au foot de ta vie, qu'est-ce que tu fais? Parce qu'il peut aussi dire, ah zut, il a raté. Mais voilà, c'est toujours le côté pourquoi aller aussi loin que ça, et c'est un truc qui me flingue à chaque fois. Surtout les spectateurs, facilement et le spectateur il brille parce que même après on voit que par exemple Victor Lecal vient dire du calme, calmez-vous, tout ça. Enfin, les joueurs du Havre viennent demander quand même, et on voit qu'il dit viens, enfin même après à d'autres joueurs du Havre, après le gars il est complet, il était il voulait vraiment limite en découdre avec les joueurs, enfin n'importe quoi. Mais tu as raison Clément, parce que ce côté insulte, et d'ailleurs on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est devenu finalement assez banal. Dire des gens qui vont te répondre t'es une merde, voilà, quand un joueur va publier quelque chose, un communiqué ou je ne sais quoi, quand tu vois les commentaires qui sont très agressifs, et de les entendre ça. Alors, on est tous allés au stade, on va tous au stade, on sait très bien que des fois on l'entend dans la tribune, ça parle, voilà. Mais de là à descendre un joueur pour lui parler comme ça, moi je trouve ça inadmissible. Et surtout un joueur de son équipe, en fait, c'est ça qui est improbable. Encore, ce sera un adversaire, ce serait déjà honteux. Mais tu vois, tu te dis bon, le gars, il a envie il aime pas le joueur adverse, mais là, non, le gars, parce qu'il a raté une occasion, ça y est, on peut se permettre de l'insulter de tous les noms. Encore, on n'a pas tous les propos, mais à mon avis, ils ont vraiment dû être sévères. Pour que le joueur agisse comme ça, il n'y a pas que dû avoir. T'es pas bon. Non, c'est ça. Mais même, t'entends, t'es une merde. Je suis désolé. Ah ouais, bien sûr. Ça paraît peut-être pas si grave, mais en fait, c'est hyper grave. Il faut aussi qu'on remette ça dans le contexte. Surtout à chaud. Voilà, c'est ça. Faites 1 heure de sport à fond, défoncez-vous pendant 1 heure de sport, et après venez au stade. Peut-être que là, tu seras un peu plus calme, effectivement, parce qu'il faut aussi se mettre à la place d'un sportif, quoi. Bon, en tout cas, la mise au point a été longue, mais elle méritait d'être faite. Donc merci Philippe et Clément pour ces mots, et on soutient évidemment Khalid Boutaïb qui a été exclu, et aussi il faut le rappeler qu'il a pris un carton rouge pour cette histoire, et donc il va louper des matchs
voilà, avoir la sanction de la commission de discipline qui va tomber ce mercredi, mais effectivement, en plus, il sera pénalisé parce qu'il loupera au moins un match. Ça, c'est une évidence. Donc, voilà sur cette affaire. Clément, qu'est-ce que tu avais noté, toi, comme fait marquant? Le mec va partir. Moi, je pars sur Ajaccio. Sur mes feuilles de coach sur les événements. Non, je vais partir sur Ajaccio, mais sur Ajaccio et Pau. Mais côté sportif pour Ajaccio, les belles, pas surprises, mais les belles saisons, ou en tout cas début de saison d'Ajaccio et Pau. Moi, je suis impressionné par le travail des entraîneurs, Didier Tolo et Olivier Pontaloni, et cet aspect de bloc équipe, de densité présenté par les deux équipes qui sont aujourd'hui 2e et 5e. On est à la 7e journée, il en reste 31. Mais en début de saison, je ne sais pas si j'aurais mis au sort de la 7e journée. Ajaccio 2e et puis Pau FC 5e. Donc j'aime beaucoup ces deux équipes qui sont très très solides, faut les bouger, quoi. Personne les bouge et sans développer je sais pas, le football spectaculaire d'Auxerre et de Toulouse, les types ils sont là, en fait personne les bouge et je trouve ça assez impressionnant. Bon, après Ajaccio il y a d'autres choses, c'est toujours le contexte corse insulaire que moi j'aime bien sans excuser, sans apprécier les débordements qui ont pu avoir. D'ailleurs, ça c'est pareil, on en reparlera, je pense, et on sait pas vraiment ce qui s'est passé. Il y a peut-être un peu des deux côtés, sans dire directement ce qui s'est passé là maintenant, mais c'est pareil, Pau, le Noustecamp, la Forteresse à domicile, même s'ils ont perdu pour la première fois cette saison. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez positif, en tout cas sur le terrain, sur cet aspect-là, dans la mentalité. C'est vraiment, ce sont des équipes de guerriers. Donc voilà, c'est mon fait marquant de la journée. Je me suis dit, pourquoi pas, on parlera d'Auxerre un peu plus tard avec Nicolas Fillon, par exemple. Mais là, voilà, j'avais envie de mettre en avant, un petit peu comme d'habitude, deux équipes qu'on n'attend pas forcément, qui sont là et bien là. Et on verra jusqu'où elles vont. Voilà. Merci Clément pour ce fait marquant. Et moi, de mon côté, ce sera plus rapide. Je vais parler à la fois de la première victoire de Dijon et aussi de Valenciennes qui inquiète, et peut-être qu'on aura du changement bientôt à Valenciennes. Je vais commencer par Dijon avec cette première victoire de la saison. Un peu comme Toulouse l'année passée avec Patrice Garande, victoire 2-1 contre Bastia avec un doublé de Yacine Benzia. D'ailleurs, Yacine Benzia qui était au placard, qui a été sorti de ce placard par Patrice Garande et avec succès pour le coup. Donc bravo à Patrice Garande déjà pour ce choix, et bravo à Yacine Benzia de s'être remobilisé et d'avoir répondu présent sur le terrain. C'est ce qu'on demande aux joueurs avant tout. Donc voilà, premier succès contre Bastia, peut-être qu'il va enclencher quelque chose de positif. En tout cas, là, on le dit, on le répète depuis le début de saison, le groupe a la qualité pour obtenir des résultats. Maintenant, il manquait sans doute beaucoup de confiance en soi, et puis c'est ce véritable aspect collectif qu'on sent quand même augmenter de semaine en semaine et qui risque de se renforcer avec l'arrivée de Patrice Garande. Et puis Valenciennes, parce que contre QRM, c'était vraiment un match tournant selon moi. Il venait d'avoir 2 grosses défaites à domicile contre Nîmes 3-0 et contre Rodez 4-1. Là, c'est le promu QRM. Voilà, Valenciennes, sur le papier, ou en tout cas dans ses ambitions, doit battre ce genre d'équipe pour ambitionner quelque chose de mieux cette saison. C'est clair et net. Les choses avaient plutôt bien débuté avec un énorme cadeau de Khalidou Sidibé pour Baptiste Guillaume. Valenciennes menait 1-0 et puis voilà, patatras. Cette saison, il y a quelque chose qui va pas, notamment à la maison. Valenciennes devient fébrile, nerveux, n'arrive pas à jouer tout simplement. Et ils se sont fait punir par une belle équipe de QRM dans la lignée de ce qu'on avait déjà vu dans le contenu. Victoire 2-1 méritée de QRM au final. Et voilà la crise, le début de crise quand même à Valenciennes. On dit, les premiers bruits évoquent un Olivier Guégan de plus en plus en danger, avec ce début de saison très très poussif. Le climat a pas l'air très serein, mais j'ai envie de dire comme depuis quelques saisons maintenant. Il y a que les résultats qui pourraient amener un peu de sérénité, mais malheureusement, depuis la relégation de Valenciennes, finalement, il n'y a que la première saison tronquée d'Olivier Guégan où ils ont terminé 7e de mémoire, mais il n'y a eu que 28 journées, donc voilà, ça aurait très bien pu finir plus haut comme plus bas. On a vu la saison dernière que ça s'est terminé très difficilement, et même en deuxième partie de saison, tableau, pardon. Donc voilà, attention, Valenciennes n'a pas glissé dans quelque chose de dangereux. Là, la défaite contre QRM fait mal, et on va guetter la réaction lors du prochain match. Voilà, ça c'était mes 2 petits faits marquants du week-end. Et du coup, pour conclure, voilà, j'ai envie de
c'était forcément un fait marquant et j'ai envie qu'on fasse un débat tous ensemble sur justement ce qui s'est passé lors d'Ajaccio-Sochaux. Victoire de l'ACA 1-0 sur un but de Gaëtan Courtet. On a vu déjà sur le terrain de la tension entre les deux équipes avec des premières échauffourées, notamment après le but égalisateur refusé à Aldo Kaloulou pour hors-jeu. On a vu des premières échauffourées. Et après le coup de sifflet final, la tension n'est pas retombée puisque quelques heures après la fin de le coup de sifflet final, l'ACA en fait a posté un tweet avec la photo d'un stadier blessé. On voyait bien blessé au nez, sans doute le nez cassé. L'ACA qui accuse un joueur de Sochaux. On saura plus tard qu'il s'agit de Christophe Diédiou de l'avoir agressé. Christophe Diédiou qui a été ensuite placé en garde à vue, qui a été entendu par le commissariat d'Ajaccio. On n'a pas encore les suites de cette affaire. Et puis évidemment Sochaux qui a livré sa version des faits en disant que la tension est montée près du bus, qu'ensuite ils ont été pris en otage pendant 1h30 parce que, enfin ça c'est Samuel Laurent qui utilise ces mots. Attention, j'utilise les mots de Samuel Laurent, je cite entre guillemets Samuel Laurent qui a parlé d'une prise d'otage pendant 1h30 du bus de l'ACA dans les couloirs de François Coty, puisque en fait les Ajacciens voulaient que Christophe Diédiou descende du bus pour s'excuser officiellement de son geste. Sochaux n'a pas voulu évidemment qu'il descende pour pas faire attiser les tensions. Donc voilà, finalement c'est pas une belle image qui est donnée. Bon, qu'est-ce qu'on doit retenir de ça, Philippe? C'est compliqué. En termes d'image, c'est catastrophique. Après, je me prononcerai pas, honnêtement, tant qu'on sait. On n'a toujours pas. Là, c'est version contre version. C'est deux versions qui s'opposent, clairement. Donc, on n'a pas d'image, on n'a pas de retour. Là, je pense qu'il y aura un dossier qui sera mis en instruction aussi. Il y a quand même des délégués qui sont censés faire leur boulot. Il y aura le rapport de l'arbitre déjà par rapport à ce qui a pu se passer sur le terrain, puis ce qui se passe dans les couloirs, dans les vestiaires. Ça, c'est quand même toujours noté dans le rapport de l'arbitre. Après, il y aura le rapport des délégués. Donc, je pense que ça va nécessiter une certaine instruction. Ça va prendre du temps. J'espère que la commission de la Ligue prendra autant de temps et étudiera aussi bien le dossier qu'elle a pu le faire que pour Nice-Marseille. C'est pas le même genre d'événement, mais il n'empêche, c'est important, je trouve, pour le football français en général. Je trouve qu'ils ont bien pris le temps lors de leur réunion par rapport à Nice-Marseille et de bien peser chaque décision. À mon avis, ça vaut le coup par rapport à ce qui s'est passé, c'est quand même assez grave de prendre tout ce temps aussi. Et moi, je me tarderais. Enfin voilà, je donnerais pas. De toute façon, clairement, Christian Leca, le président d'Ajaccio, a livré sa version. Samuel Laurent, le DG de Sochaux, a livré sa version. Là, Christian Leca qui parle d'une agression du stadier et Samuel Laurent qui répond en disant que la tension a d'abord été. Voilà, c'est version contre version. Donc, attendons effectivement les conclusions. Populiste contre version populiste, je dirais. Et c'est un peu dommage, c'est que finalement. Voilà, on n'éteint pas du tout l'incendie. Tu vois, Nice-Marseille, c'était pareil le soir même, et le lendemain, déjà, les dirigeants de Nice avaient calmé le jeu en se rendant compte que leurs propos étaient peut-être allés un peu loin. Là, j'aurais bien aimé que. Bah, si, quand même. Enfin, Jean-Pierre River était le lendemain. Ouais, il a quand même attendu. Le lendemain, sur RMC, c'était. Le soir même, c'est honteux. Ah oui, je rigole par rapport à ça. Ouais, c'est ça. Mais le lendemain, je trouve qu'il avait quand même un peu pesé, c'était un peu calmé. Et j'aurais bien aimé aussi qu'à froid, les dirigeants des deux côtés fassent un pas vers l'apaisement. Et malheureusement, c'est pas trop ce qui se passait. Alors Ajaccio a enchaîné avec le sportif et tout, et c'est le principal. Donc d'un côté, c'est. Ouais, tout s'est bien. Il faut souligner que tout s'est très bien passé contre Paris, qu'il n'y a pas eu de débordement. Ça, voilà. Donc, c'est aussi une manière de calmer le jeu. Après, vas-y, je te laisse la parole, Clément, je reprendrai la. Non, juste 30 secondes. C'est ce que je disais tout à l'heure. On ne sait pas ce qui se passe, c'est sûrement des deux côtés. J'ai l'impression qu'en fait, la bataille sur le terrain a un peu continué autour du bus d'Ajaccio, en sans parler de coups de poing, verbalement. Je crois qu'entre les joueurs, ça s'est un petit peu chauffé. On parle, Sochaux, parle tout d'abord, avant que Christophe Diédiou réponde, de joueurs de l'ACA qui sont allés un peu chambrer les Sochaliens, à voir si c'est vrai, si c'est pas vrai. J'ai l'impression que sans dire c'est eux, c'est pas eux, c'est un peu, il y a la bataille du milieu de terrain déjà assez chaude, c'est transposé, et qu'après c'est parti complètement en live, quoi. Sans dire c'est eux, c'est pas eux, c'est plus eux, c'est moins eux. Je crois que peut-être qu'ils sont tout simplement tous fautifs, effectivement, pour finir. Non, mais pour moi, il disait, image honteuse, et les types, en fait, ils ont continué. Voilà, il y avait. Moi, je fais du rugby, en fait. Au rugby, il peut y avoir des bagarres générales, et après, tu vas boire un coup. Et eux, en fait, ils ne sont pas allés boire un coup. Ils ont continué à se mettre des coups, justement, hors siffler à 90e minute, quoi. Donc, c'est ça qui est malheureux.
sans dire c'est eux, c'est pas eux, etc. Ça, on le saura effectivement peut-être qu'après instruction ou pas d'ailleurs. On saura peut-être jamais. Non, mais pour moi, c'est même pas, malheureusement, c'est même pas une surprise, entre guillemets, parce que c'est quand même deux clubs qui sont souvent au milieu de ces affaires-là. On parle, alors les clubs corse sont souvent pointés du doigt et on se souvient tous d'Ajaccio Le Havre aussi qui avait été folklorique. Mais à côté de ça, il y a plein de la majorité des matchs qui se passent très bien. Et de l'autre côté, il faut pas, moi, j'ai pas envie de dire que Sochaux est la seule victime dans cette histoire-là parce que la saison dernière, on se souvient de l'affaire Sochaux avec Prior, avec Valenciennes, où par exemple, Sénoutoun avait mordu Jérôme Prior, ça avait fait toute une histoire aussi. Donc voilà, Sochaux, c'est pas des, enfin voilà, c'est pas la dernière équipe à être mêlée à des trucs un peu extra sportifs. Donc une confrontation entre ces deux équipes-là, bah malheureusement, j'ai envie de dire, je suis pas surpris qu'on entende des choses un peu extra sportives. Je pense qu'il y a des deux côtés. Pour moi, des deux côtés, faut, comme tu disais, il faut prendre du recul, essayer de redescendre d'un cran et se remettre un peu en question des deux côtés. On attend les conclusions, mais je pense que s'il y a des torts, pour moi, ils seront sans doute partagés dans cette histoire. En tout cas, on verra les décisions de la commission de discipline, hein, et puis de l'enquête même judiciaire, puisque après Christophe Dediou est entendu par le commissariat également. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Philippe. Non, c'est juste que les deux clubs seront pénalisés. C'est comme voilà ouais. Le Havre est pénalisé par son spectateur. Bah là, c'est les deux clubs qui seront pénalisés, mais là, pour le coup, c'est vraiment de leur faute. Donc, c'est bien dommage pour eux parce qu'ils ont un bon début de saison sportif. Ouais, et puis c'est toujours la question de la limite. C'est vrai que tu dis ça pour Sochaux qui était dans des affaires et Ajaccio, c'est pareil. En fait, j'ai l'impression que leur tempérament respectif, parce que c'est vrai que, entre guillemets, je vais pas la sortir, je vais sortir, c'est pas de la danse classique. Danse classique, ça se trouve. Mais voilà, ils font du foot et c'est aussi un sport où on se rentre dedans. Et le souci, et encore une fois, avec le truc de Khalid Boutaïb, c'est la limite. C'est qu'au bout d'un moment, il faut se poser des limites. On peut rentrer dedans, aller au mastic, mais il faut aussi se poser des limites. Et la limite, par exemple, là, c'est la 90e minute. Et peut-être qu'ils ont franchi cette limite tout simplement, quoi. Sans dire que ce sont des assassins, des génocidaires qui doivent aller en prison. Ouais, parce qu'il y a eu des termes. Il y a des deux côtés, il y a eu des termes, voilà, comme tu disais, au lieu de calmer le jeu un peu, c'est vraiment parti. C'était un crescendo sur les termes utilisés après cette histoire. Donc c'est sûr que ça aide pas à apaiser la situation. Et je vais vérifier quand même. Mais j'avais vu sur Twitter que visiblement c'était Frank Schneider aussi également au sifflet de cette rencontre, et je crois que c'était lui aussi qui était lors de Le Havre Ajaccio. Donc peut-être aussi déjà sur le terrain essayer de calmer les tensions entre joueurs. Ça peut aussi le pire arbitre pourtant. Ouais. Non mais visiblement. Ouais, c'est pas pour moi, c'est pas. Donc d'accord. Bah écoute, il faut mettre Colina quoi. Faut faire une petite Colina. Avec son regard de tueur, ça calmerait tous les joueurs, c'est sûr. Distribue Gargare et c'est fini quoi. Bon, en tout cas, voilà pour beaucoup de choses à dire ce week-end, malheureusement du bien comme du moins bien, et on espère qu'on pourra se concentrer plus sur le terrain ces prochaines semaines, mais c'était important de parler aussi de ces histoires. Merci messieurs, et puis on accueille sans plus tarder un joueur qui cartonne en ce début de saison. Il est l'un des hommes en forme de ce début de saison avec déjà 4 buts au compteur. Notre invité aujourd'hui est Lucas Buades de Rodez. Bonjour Lucas, merci beaucoup d'accepter notre invitation. Bonjour les gars, merci de votre invitation. Alors Lucas, tu n'as pas marqué contre Amiens, c'est une anomalie là. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne peux pas marquer à tous les matchs. Hein. Quand même en défense aussi, on n'a pas concédé de but cette fois, donc ça fait aussi plaisir. Non, mais on a aussi de bons attaquants et même c'est Bradley qui a marqué, donc non, je pourrais pas marquer à tous les matchs. Donc victoire 1-0, on le rappelle, contre Amiens avec un but de Bradley Danger, tu viens de le dire. Non, plus sérieusement Lucas, le début de saison du RAF est très positif avec déjà 12 points et cette 8e place. Tout simplement, comment tu vis cette nouvelle aventure en Ligue 2 qui démarre pour toi, toi qui es arrivé cet été à Rodez? Je pense que l'aventure ne pouvait pas mieux commencer. On fait un très bon début de saison, collectivement. On produit de belles choses sur le terrain. On arrive à monter de plus en plus en puissance athlétiquement et techniquement. Donc en plus le groupe vit très bien sur et en dehors du terrain. Donc c'est un début de saison très réussi.
Sur le plan personnel, donc tu as déjà marqué 4 buts, c'est assez fou. Est-ce que tu imaginais un début de saison aussi réussi? Et puis j'ai envie de t'entendre sur ce rôle de piston qui te convient à merveille. Est-ce que c'est un rôle que tu connaissais déjà ou est-ce que voilà, c'est une découverte réussie pour toi? C'est sûr que je ne m'attendais pas à marquer autant de buts aussi rapidement dans la saison. Ça fait énormément plaisir sur le plan personnel et même sur le plan comptable pour l'équipe. Ça nous a permis de ramener quelques points, c'est sûr. Après, sur ce rôle de piston, je l'ai déjà connu avec la réserve du Nîmes Olympique et mon formateur. C'est d'ailleurs lui qui m'avait repositionné à ce poste. C'est sûr que j'ai dû m'adapter au système du coach Perola en début de saison, mais ils ont mis du cœur à l'ouvrage à nous faire connaître leur système et les joueurs nous ont permis de rentrer dans ce collectif et de s'y inscrire. Non, moi, j'aimerais plus souligner le travail collectif réalisé sur le début de saison. On fait un début de saison réussi et ça, c'est bien pour l'ensemble du collectif et pour le club. Tu parles du travail collectif et c'est une des grandes forces de Rodez, mais depuis leur arrivée en Ligue 2, en fait, depuis qu'on découvre le travail de Laurent Perlade. Moi, je voulais savoir justement qu'est-ce que t'apporte le coach et le staff par rapport à ce que tu faisais avant en réserve, alors où tu as certainement appris plein de choses effectivement avec tes formateurs, mais là, on passe au niveau pro, c'est le level au-dessus quand même. Qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien de travailler avec Laurent Perlade et son staff? Alors déjà, ils m'ont apporté beaucoup de confiance. Ils m'ont dit, ils m'ont fait comprendre que j'avais beaucoup de capacités athlétiques qui pouvaient correspondre à leur schéma, à leur plan de jeu. Donc, ils m'ont fait prendre confiance de mes capacités techniques athlétiques sur le terrain et ils me font travailler mes points faibles et utiliser mes points forts au maximum pour pouvoir m'exprimer au mieux sur le terrain. Donc, le staff déjà nous a mis en confiance, moi et les joueurs arrivants, pour être dans les meilleures dispositions pour réaliser un bon début de saison. Clément, du coup, vas-y. Du coup, petite question, moi que je me posais, est-ce que toi, personnellement, à l'entraînement, tu travailles le jeu de tête? Parce que sur tes 4 buts, déjà, il y a celui du pied qui est beau, la petite inspiration au premier poteau, et puis sur les 3 têtes, les 3 sont belles et viennent de placement, etc., de timing. T'es pas le plus grand, je crois que tu as 1m80. Est-ce que c'est quelque chose que tu bosses, le jeu de tête, par exemple? Oui, on le bosse. On le bosse les jeudis, on fait un spécifique défenseur. Et en fin de séance, on a un petit challenge avec les défenseurs où si par exemple les week-ends précédents, on réalise de bonnes prestations, on a le droit de finir devant le but sur des centres et donc sur le jeu de tête. Donc oui, c'est bossé aux entraînements. Bon, ça m'a un peu plus réussi, mais ça va réussir à d'autres aussi bientôt. Ouais, et puis après, c'est pareil, il y a de tes buts qui viennent de positionnement où c'est pas toi, ton timing, t'es dans la surface. Donc il y a aussi cette spécificité du poste. On te sollicite vachement offensivement, j'ai l'impression quand même. C'est dû au système, mais toi, ça te plaît, j'imagine, de te retrouver dans la surface de cette manière-là, quoi. D'avoir ces positionnements, ces courses. Oui, c'est sûr, ça fait toujours plaisir d'être présent dans la surface, de pouvoir finir les actions tout au long du match. Voilà, le coach m'a dit que j'avais les capacités athlétiques pour être présent offensivement, puis revenir en défense. Donc voilà, il faut que je lâche les chevaux et que je cours sur le terrain pour être présent offensivement. Après, ça fait toujours plaisir. Moi qui ai été formé numéro 9 au centre de Nîmes, ça fait plaisir de se retrouver à ce poste-là. Ouais, tu as retrouvé les bons réflexes, quoi. Ouais. On se retrouve un peu dans ces zones et ça ressort un peu, l'attaquant ressort un peu. Et donc le prochain adversaire, c'est du lourd, Lucas, c'est l'AC Ajaccio. Est-ce que tu as regardé un peu leur match mardi soir pour se mettre un peu déjà dans le bain et quelles seront les clés selon toi pour essayer de battre cette équipe qui est toujours invaincue, mine de rien, après cette match? Comme je disais tout à l'heure, on est souvent avec le groupe. Donc hier soir, on était 8 joueurs ensemble, on mangeait, on a regardé le match ensemble avant de regarder Koh-Lanta, bien sûr. On s'était invité avant tout pour ça.
Mais non, on a regardé le match et oui, la CR a réalisé un très bon début de saison. Je crois que c'est l'équipe qui est invaincue encore avec Toulouse. Ouais. Encore hier soir, ils gagnent contre le Paris FC, qui est une très grosse écurie cette année de la Ligue 2. Donc non, on s'attend à un match compliqué samedi, avec beaucoup de répondants athlétiques, mais une capacité à garder le ballon très importante du côté de la CR. D'ailleurs, c'était intéressant parce que Paris a joué en 3-5-2 aussi hier, avec trois centraux et puis des pistons. Donc je suppose que toi, tu as peut-être un peu plus regardé Campanini, comment il se déplaçait, et aussi contre un bloc de la CA en 4-4-2 qui bouge assez peu. Vous devriez sans doute retrouver cette opposition ce week-end. Donc c'est bien de pouvoir voir une équipe se tester dans le même schéma que vous finalement. Ça a dû être intéressant. Oui, c'est intéressant à regarder, même si le 3-5-2 du PFC est légèrement différent du nôtre. Mais ça permet de visualiser les points qu'on pourrait utiliser pour contourner le bloc défensif de la CA, c'est sûr. Clément? Ouais, et de manière plus globale, on parle d'Ajaccio qui est invaincu, il y a Toulouse. Je crois que c'était Caen et Stéphane Moulin qui vous ont battu. Et derrière, vous n'avez plus perdu. Aujourd'hui, vous avez 12 points. Vous êtes à 2 points d'Auxerre qui est deuxième, du coup d'Ajaccio qui doit être peut-être à 15. Ouais, c'est ça. Vous faites une grosse saison. C'est quoi un peu les objectifs? Qu'est-ce que vous dites dans le vestiaire? Parce que on parle d'Ajaccio, de Toulouse, et au final, Rodez perd quasiment pas non plus, quoi. Mais on prend les matchs les uns par les uns. Pour l'instant, on ne se projette pas plus loin que ça. Voilà, on a une série de 3 matchs qui vont nous placer. À nous de bien les entamer et bien réussir cette série de 3 matchs. Parce que c'est celle qui va nous lancer la saison. Soit on va se positionner en haut du tableau, soit dans le ventre mou. C'est sûr que le coach nous fait comprendre qu'on a beaucoup de qualité et qu'il fallait qu'on prenne confiance en nous et que ce groupe pouvait faire de belles choses par la suite du championnat. Philippe? Tu as coché la date du 4 décembre, Lucas? C'est Nîmes, c'est ça? Non, ça va te faire quelque chose, j'imagine, de retrouver ton club formateur. Mais aussi, le fait que tu sois venu à Rodez découvrir la Ligue 2, quelque part, toi, en étant en équipe réserve de Nîmes, c'est quoi aussi ton regard par rapport au Nîmes Olympique? Tu te disais que tu n'avais pas forcément de chance de déboucher là-bas, que c'était plus compliqué, et c'est aussi pour ça que tu as choisi Rodez? Ou alors Rodez t'a montré qu'il te voulait vraiment? Ça s'est passé comment cet été, cette arrivée au RAF? Mais pour le fait d'avoir coché le 4 décembre, c'est sûr que oui, je l'ai coché parce que j'ai encore beaucoup d'amis qui jouent là-bas, avec qui j'ai été formé. Donc forcément, de les retrouver, et ça va me faire plaisir, même s'il n'y aura pas de cadeau sur le terrain, ça c'est sûr. Et ensuite, mon passage à Nîmes, ça a été compliqué ces dernières saisons quand j'ai signé mon premier contrat professionnel. J'ai pas eu forcément de temps de jeu, mais ça je peux m'en vouloir à moi-même. Je pense que j'ai peut-être eu un souci d'affirmation où j'étais le petit jeune qui sortait du centre de formation et fallait peut-être que j'en fasse un peu plus pour m'imposer au sein du collectif et sur le terrain. Et mon arrivée à Rodez, c'est très bien passé. J'ai eu le coach au téléphone, il m'a dit que je correspondais aux valeurs qu'il recherchait et au type de joueur qui pouvait jouer dans son schéma. Après, voilà, je suis arrivé à Rodez un peu sur la pointe des pieds. Mes prédécesseurs avaient réalisé de très bonnes saisons à mon poste. Et il fallait que je fasse mes preuves aux yeux du coach et du staff et également aux yeux des joueurs pour faire ma place. Même au jour d'aujourd'hui, je dois continuer à prouver que j'ai ma place sur le terrain. Et sinon, le club m'a très bien accueilli et je m'y sens très bien. Bon, en tout cas, on l'a vu sur le terrain, l'intégration réussie avec déjà ces 4 buts. Et tu as raison de souligner, par exemple, que Valentin Henry réalisait des très belles saisons avant toi. Donc, le
flambeau, en parlant de Koh-Lanta, il fallait reprendre le flambeau et tu le fais très bien pour l'instant. Donc, on souhaite évidemment que ça continue pour toi et pour Rodez, évidemment, cette saison, avec, on le disait, un gros match contre Ajaccio qu'on va suivre avec attention ce samedi. Encore une fois, merci beaucoup, Lucas. Avant l'entraînement, on te laisse filer à l'entraînement, on ne te retient pas plus longtemps, mais un grand merci de ta disponibilité et à très bientôt. Merci à vous pour cette interview et on se dit à bientôt. Merci beaucoup et on enchaîne tout de suite nous avec on reçoit Nicolas Fillon d'Auxerre pour parler de la GIA. Troisième partie de notre émission consacrée à la Auxerre et on reçoit Nicolas Fillon, journaliste de France Bleu Auxerre, pour nous partager son expertise sur la GIA. Lui qui suit évidemment tous les matchs et qui suit le club au plus près. Salut Nico. Bon, est-ce que tu as récupéré ta voix après le nouveau festival offensif de la GIA contre Niort samedi, ce joli 4-0, belle ambiance à la Baie des Champs? Oui, j'ai récupéré ma voix. C'était pas évident au début parce que je me suis tapé pas une angine, mais un petit rhume. Mais bon, globalement, voilà, pour la GIA, on a toujours un petit peu de la voix. D'autant que pour ce commentaire, j'avais avec moi le gagnant d'un concours de commentateur sportif, Lilian Djeglal, que je salue d'ailleurs, peut-être qui nous écoute, qui a été au top et juste avant le premier but, c'était lui qui était au commentaire. Je me suis dit, bon, je vais le laisser, il va se faire plaisir. Donc, il s'est bien lâché. Donc, j'ai peut-être donné un peu moins de voix. C'est peut-être lui qui en a donné, lui qui en plus est ultra Auxerre. Donc, forcément, ça lui a fait plaisir. Ça nous a fait plaisir à tous, hein, cette super performance devant 7802 spectateurs, record à la Baie des Champs depuis, je crois, au moins 2 saisons, en tout cas, voilà, depuis la période Covid. Et voilà, il nous redonne le sourire, ces Auxerrois, un petit peu dans la lignée de ce qu'on avait pu voir la saison dernière. Alors justement, on en parle avec toi, on a voulu t'inviter pour... il est encore tôt dans la saison, mais on a titré ce débat Auxerre. Est-il taillé pour la montée? Toi déjà, par rapport à la saison dernière, est-ce que tu penses que la GIA est mieux armée ou pas? Quand voilà, le mercato est fini, donc on a vraiment l'idée fixe de l'effectif, même si on ne sait jamais, il peut y avoir quelques retouches au mercato d'hiver, mais globalement, ce sera cet effectif-là. Est-ce que selon toi, voilà, la GIA est armée pour jouer la montée? Ouais, elle est mieux armée pour jouer la montée par rapport à l'année dernière. Et c'est pas que moi qui le dis, c'est Jean-Marc Furlan, même si lui ne parle pas précisément de montée. Vous en avez l'habitude, hein, avec c'est le money time avant tout. On fera le bilan après les 8-10 premiers matchs. Mais ce qu'il nous a livré en conférence de presse d'après-match contre Niort, c'était assez intéressant. Il a notamment déclaré que c'était la première fois depuis qu'il était à la Auxerre qu'il avait un banc. Voilà, que il avait un effectif plus ou moins fourni. Lui qui s'est souvent plaint et jusque dans les dernières heures du mercato et même encore un petit peu, il aurait voulu avoir davantage de recrues. Mais là, on a vu sur le banc que c'était bien mieux fourni que les saisons précédentes. Quand vous avez un Hamza Saki ou un Alexis Trouillet, notamment, je pense à eux, mais un Momo Benfredge aussi qui peuvent sortir du banc pour vous permettre de pas faire baisser le niveau de l'équipe. C'est quand même un grand plus et chose assez rare pour être signalée. Alexandre Kouef qui aussi entre titulaire ou super sub n'est même pas rentré pour cette rencontre, c'est vous dire que voilà, on sent qu'il y a davantage de marge dans cette équipe et en plus la mayonnaise prend très vite avec Gaëtan Charbonnier, on n'en a pas encore parlé, mais Gaëtan Charbonnier auteur de 5 buts en 2 matchs. Jean-Marc Furlan avait déclaré aussi en conférence de presse d'avant-match, mais c'était un petit peu plus tôt dans la saison, que Charbonnier, lui, il le verrait plutôt à 100% à partir du mois de janvier. Alors, on sait que Jean-Marc Furlan, il a l'habitude toujours un petit peu soit d'exagérer, soit d'être pas dans le catastrophisme, mais justement dans l'inverse, des fois, être un petit peu... il veut calmer un peu les ardeurs. Et si on a un Gaëtan Charbonnier qui est pas encore à 100% de ses capacités, je me demande ce que ça va être plus tard. Effectivement, on a l'habitude des beaux discours de Jean-Marc Furlan. Il sait évidemment enflammer ou pas en fonction des situations. Clément Philippe qui veut poser une question à Nicolas sur la GIA.
Bah, moi, j'avais une petite question qui fera du coup plaisir à Jean-Marc Furlan, puisque je vais sortir la clim. Il fait chaud partout en ce moment. Si je veux être un petit peu provocateur, non, c'est plus pour mettre un petit bémol, Nicolas. Quand je regarde le parcours d'Auxerre, alors formidable jeu offensif, plein de buts, Je vois où pas tu de veux en venir. blessés, pas de blessés à part du Gimon, donc un effectif au top. En plus, Lloris. Arcus qui reste, et Lloris, oui, Lloris, c'est vrai, important. Mais à chaque fois qu'Auxerre joue contre un gros, ça gagne pas. Donc finalement, les 4 équipes qui ont été battues, c'est 4 équipes qui sont soit en grande méforme, soit en grande difficulté. Est-ce que tu penses pas que finalement, par rapport au débat Auxerre taillé pour la montée, on fera plutôt le point dans un mois et demi, une fois qu'Auxerre aura vraiment joué des vrais gros matchs de Ligue 2, comme on en voit souvent le lundi soir en ce moment avec des grosses écuries. Tu as bien raison, Philippe. Je voyais tout à fait où tu voulais en venir et je l'avais marqué ça dans un petit papier sur francebleu.fr après le match, qu'il fallait malgré tout pas s'enflammer parce que toutes les équipes qui ont été battues par la JOCR, si je ne me trompe pas, sont dans la deuxième partie de tableau avec Amiens, Grenoble, il y a Niort. eu Nancy. Niort et Nancy. puis Nancy. Donc voilà, Nancy la lanterne rouge, Niort qui est pas très loin, si je ne m'abuse. Donc voilà, il faut savoir raison garder, mais malgré tout, contre ces petites équipes, si on peut les qualifier ainsi, sans leur manquer de respect, l'année dernière, ça gagnait pas forcément du côté de la JOCR. Il y avait beaucoup de nuls frustrants, je me souviens. Justement des 2-2 contre Nancy, des 2-2 contre Valenciennes, voilà, pas mal de matchs sur lesquels on était un petit peu frustré, on restait sur notre faim. Et là, en ce début de saison, voilà, tout ce qui est la formule, la palissade, tout ce qui est pris n'est plus à prendre. Et franchement, même si cette équipe de la GIA a buté contre le Paris FC, contre l'AC Ajaccio, qui sont voilà dans le top 5, c'est que voilà, cette équipe de la GOCR, malgré tout, elle rencontrera pas tout le temps des formations pareilles, mais je suis d'accord avec toi, Philippe. On fera le bilan, notamment après un triptyque d'enfer. Je crois qu'on a du Sochaux, du Nîmes et du Toulouse qui sont à un moment de la saison, d'autant que là, le calendrier va être assez sévère, un petit peu pour tout le monde. Et pour la GIA, donc, avec 3 matchs en à peine 6 jours là, qui arrivent, avec déjà, ça va commencer samedi contre Quevilly-Rouen. Donc, c'est vraiment après ces matchs-là qu'on pourra faire un premier vrai bilan, parce que là, on a joué que 7 matchs, c'est encore trop tôt, mais après ce triptyque d'enfer, là, on sera peut-être je pense, au tiers de la saison et c'est là qu'on pourra faire un vrai bilan. Et puis, on l'a dit, vous l'avez fait remarquer, cette équipe de la GIA, il manque encore du Gimon, il manque encore Lloris, même si pour le cas de Lloris, je pense qu'il a un petit peu perdu sa place au profit de Théo Pelnard qui réalise un début d'exercice assez fantastique. Franchement, on l'avait pas du tout. Reconversion. Pour un joueur qui, dans sa jeunesse, évoluait plutôt ailier gauche numéro 10, il est redescendu latéral gauche au fur et à mesure. Et puis là, défenseur central, la paire avec Joubal, c'était assez incroyable de voir que ça marchait à ce point-là. Même que contre Niort, en plus de ses interventions hyper sécurisantes, il s'est mis à nous faire des montées de balles à la Beckenbauer. C'était assez incroyable. Donc voilà, mais ouais, pour revenir sur ta question, Philippe, on fera vraiment le bilan après avoir rencontré ces 3 gros que sont Sochaux, Nîmes et Toulouse notamment. D'ailleurs, pour contrebalancer aussi, Philippe, on rappelle que si je dis pas de bêtises, je pense que contre Ajaccio et Paris, Auxerre n'avait pas Gaëtan Charbonnier également, par exemple. C'est juste. Quand même une en fin de match contre Ajaccio. Ouais, c'est ça, il rentre en fin de match. Il rentre en fin de match contre Ajaccio déjà. Et donc contre Paris, il était là. Ah oui, contre Paris, c'était l'un de ses. Paris, c'était son premier titu, mais c'était pas facile. On voyait qu'il manquait de rythme. Ouais, et puis c'était l'équipe de la GIA se cherchait un petit peu en 4-4-2, qui était aligné au début de saison. Pardon? Ouais, il y avait Sinayoko à gauche, c'était pas encore la même line-up, c'était pas la même équipe qui démarrait que maintenant.
Ouais, exactement. Et mais là, on se rend compte, voilà, que Jean-Marc Furlan, il a plusieurs solutions. Alors, est-ce que il faut vraiment prendre pour acquis ce qu'on a vu face à Nancy dernier et contre Niort, qui est un petit peu en déshérence dernièrement, je sais pas, mais contre Nancy, on a un 4-3-3 avec Aliendom, Kouef et Touré, et puis les trois de devant que sont Charbonnier, Perrin et Hein, ça fonctionne très bien. Mhm. Là, on retrouve tout ça un petit peu chamboulé contre Niort avec la rentrée de Mathias Autrette qui était blessé lors de ce match contre Nancy, Aliendom qui est toujours titulaire et ça fonctionne toujours aussi bien. Donc voilà, Jean-Marc Furlan il a plusieurs solutions maintenant avec les rentrées de Trouillet, avec celle de Saki. On ne sait pas combien de Merci. temps après son vrai faux départ, il va être sanctionné, mis sur le banc. Ça devrait peut-être un petit peu durer, mais en tout cas, voilà, il a plusieurs solutions, Jean-Marc Furlan, et je pense qu'il voit l'avenir beaucoup plus sereinement, même s'il ne s'en cache pas. Il voudrait quand même toujours recruter, ou en tout cas faire signer gratuitement un Delvin Ndinga qui s'entraîne toujours avec Ouais. la JOCR. Donc voilà, malgré tout, je vois un petit peu la question. Auxerre taillé pour la montée, Auxerre ouais, allez, on peut dire un peu mieux taillé pour le top 5 quoi, de la saison passée. Clément? Bah, du coup, par rapport à ça un peu mieux taillé et puis corollaire de la profondeur de banc supplémentaire par rapport à l'an passé, c'est que je me dis, voilà, en début de saison, il y avait Sinayoko titulaire en pointe, même Perrin une fois. Et là, il y a Charbonnet qui arrive. Donc, ces mecs-là, ils passent sur le banc. Ça apporte de la profondeur de banc. Il y a aussi moi un joueur qui me plaît beaucoup en ce moment, c'est Perrin qui est vraiment fantastique à gauche et qui est titulaire donc désormais. Et comme il y a la profondeur de banc, j'ai l'impression que par rapport à l'an passé, ça apporte de l'expérience et ça va peut-être apporter plus de linéarité. C'est ce qui a manqué aussi à Auxerre l'an passé, la régularité. Et donc par rapport au fait d'être taillé pour la montée, peut-être cette année c'est la bonne par rapport à tout ça. Et j'ai l'impression qu'il y a un truc. Au début de saison, il y avait un petit côté où là, on va se casser la figure. Et au final, là, c'est bien, c'est vachement aplani. Les recrues, du coup, les prometteurs, ils passent sur le banc, ils rentrent, ils vont apporter, mais il y a déjà des mecs d'expérience. Je trouve qu'il y a un certain dynamisme qui s'est installé, c'est pas mal. Et par rapport à ça, je sais pas quel est ton regard sur ça. C'est le corollaire du banc, du coup, la régularité. Ouais, non, mais ce que tu dis, c'est exact et tu fais bien de rappeler que lors du premier match contre Amiens, on avait un Gaëtan Perrin qui était titulaire en pointe. Le vestiaire, de ce qu'on sait, a dit à la mi-temps à Jean-Marc Furlan, ouais, bon, t'arrêtes là, mets-nous Sinayoko en pointe parce que je pense qu'on va mieux jouer. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. Il faut pas oublier que Sinayoko, il fait un début de saison top en pointe, même s'il n'est pas titulaire contre Amiens, il est contre Grenoble, deux passes décisives en deux matchs. S'il n'y a pas ces deux victoires lors des deux Ouais. premiers matchs, alors Ouais. on n'était pas encore dans le catastrophisme, mais du côté de la JOCR, on se disait, bah mince, les objectifs, on n'annonce pas clairement la montée. Il y a toujours ce mercato qui est un peu lancinant pour tous les clubs, mais Oui. il l'était pour la JOCR avec ses embêtements via la DNCG qui lui interdit de recruter à titre onéreux. Voilà, s'il n'y a pas ces deux victoires d'emblée, peut-être que on se dit, enfin peut-être que c'est pas la même limonade, mais tu as raison pour dire que le banc apporte bien plus. Quand on se souvient la saison dernière, les solutions sur le banc, Jean-Marc Furlan, il nous le confiait, hein, il nous disait, moi, quand j'étais à Troyes ou à Brest, je mettais 30 secondes à savoir qui est-ce que j'allais faire sortir de mon banc. Un Butin, par exemple, on a très souvent parlé lorsqu'il était à Brest, et d'autres encore. Et là, la saison dernière, il se grattait la tête, il nous disait, mais je mets un quart d'heure à savoir qui je vais faire rentrer. Et quand on se souvient qu'un Aliendom, quand il rentrait, c'était rouge, plus fortuné, qui a coûté des buts. Enfin, voilà, là, c'est autre chose. Et en plus, le mercato a aidé l'arrivée d'un Gaëtan Charbonnier, le fait que on se retrouve avec une colonne vertébrale made in Furlan, si on peut dire. Il nous le disait aussi.
Moi, la saison dernière, je cite Jean-Marc Furlan, quand je voulais ramener des types avec qui j'ai joué, comme des Gaëtan Charbonnier, ou alors je pense encore à Julien Faussurier qui n'est finalement pas venu, eh ben, on me disait du côté de ma direction, oui, mais toi, tu veux faire un 3 bis ou un Brest bis. Brest bis, ça va pas marcher. Mais Jean-Marc Furlan, lui, a une réponse toute trouvée. Ouais, mais moi, à Brest, j'ai fait un 3 bis et on est monté, les gars. Donc, laissez-moi faire. Je pense que Ouais. c'est comme ça que ça peut se passer. Et là, pour ce début de saison, on ne peut pas lui donner tort, quoi. Il a une colonne vertébrale qui répond à ses attentes et qui le suivra jusqu'à la mort. Les Gaëtan Charbonnier, les Dono Léon, les Mathias Autrette, Mathias les Autrette. Quentin Bernard. Et autour de tout ça, il y a un conglomérat de jeunes talents comme les Gaëtan Ouais. Perrin, les Gauthier Hein, qui donnent entière satisfaction. Les petits jeunes qui font un petit peu plus de rentrée qu'auparavant, Ouais. ça s'est un petit peu amélioré de ce côté-là et ils font pas du tout tâche dans l'effectif, loin de là. Donc voilà, on peut dire que la mayonnaise a encore mieux pris, même si au début de saison, on était tous un petit peu inquiets. Et finalement, voilà, après cette rencontre, on est plutôt optimiste, mais attendons de voir ce que ça va donner face aux plus grosses équipes. Moi, je te rejoins totalement, Nico, dans le sens où je suis persuadé que les 2 victoires pour lancer la saison, elles ont donné un tout autre visage parce que on sait que Et oui, l'un des points faibles d'Auxerre ces dernières années, c'était de mal démarrer. Et depuis que Jean-Marc Furlan est arrivé, effectivement, il n'y avait pas encore eu de victoire lors de la première journée. Ça faisait, et même avant Jean-Marc Furlan, c'était vraiment un mal récurrent d'Auxerre. Et là, il y avait quand même une espèce de pessimisme. Enfin, moi, j'avais eu le coach au téléphone dans notre tour de présentation de tous les clubs, j'avais eu le coach au téléphone et c'était le premier pessimiste en disant qu'il avait pas assez de joueurs, pas assez de joueurs confirmés pour la Ligue 2, que Hamza Saki était sur le départ, que Carlet Sercus était sur le départ, qu'il n'y avait pas encore Gaëtan Charbonnier. Enfin voilà, il y avait une espèce de pessimisme et je m'étais dit oula, ça peut vite mal tourner cette histoire. Et finalement, les deux victoires d'affilée pour lancer la saison, moi je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça, je pense que ça a rassuré tout le vestiaire. Parce que je pense que même le vestiaire, et d'ailleurs on avait eu Mathias Autrette dans le podcast, il nous l'avait dit, avec les 2 défaites en match de préparation, en plus le contenu était pas terrible, avec les blessures de Lloris, avec les blessures de Dugimon. contre C'est Reims et vrai Orléans, il s'était pris, ouais, je crois, 7 buts 4-1 en et ouais, 4-1 et 3-0, je 3-0. crois, si mes souvenirs sont bons. Mais oui, t'as tout à fait raison. Et du coup, c'est vrai que voilà, ces 2 victoires pour commencer la saison, elles ont vraiment insufflé une bonne dynamique. Et comme quoi, une saison ou un début de saison, en tout cas, peut tenir à pas grand-chose parce qu'on rappelle que Auxerre était mené 1-0, tu l'as rappelé tout à l'heure, 1-0 à la mi-temps à Amiens, et était pas bon du tout. Et finalement, il y a eu un déclic à la mi-temps, à la pause, il y a eu vraiment une prise de conscience et Auxerre a renversé Amiens et derrière, ça a pu enclencher quelque chose de positif. Donc évidemment, voilà, on lance le débat Auxerre taillé pour la montée. On sait qu'il est très tôt dans la saison. On sait aussi que la saison dernière, il y a eu des cartons à domicile. Il y avait eu une grosse victoire contre Ajaccio. Il y avait déjà eu Niort le 6-0. Finalement, 6-0, 4-0 contre Chambly. ouais, exact. Et finalement, bon, on avait vu que, comme disait Clément tout à l'heure, il y avait manqué un peu de régularité. C'est ce que doit chercher la GIA. Justement, prochain adversaire, QRM qui vient de gagner à Valenciennes. Euh, est-ce que OCR, c'est l'adversaire, typiquement, c'est l'adversaire où faut pas lâcher de points, en fait. C'est là où OCR doit aussi montrer que par rapport à la saison dernière, par exemple, il y a un cap de franchise. C'est que là, OCR doit gagner, Nico, à QRM. Sans manquer de respect à QRM, mais voilà. Sur les... Oui, mais même si voilà, je commence à connaître Jean-Marc Furlan, je pense que lui, notamment pour les matchs à l'extérieur, son discours, c'est comment on ne perd pas déjà. Je pense qu'il serait satisfait d'un nul, mais bon, il Tu dirait pas penses? non à une défaite. Ça c'est clair, mais surtout, enfin voilà, je vais rappeler voilà, une statistique qui commence à dater. Auxerre n'a plus enchaîné 3 victoires de suite depuis décembre 2018, janvier 2019. Et ça, c'est énorme quand on est une équipe qui compte jouer les premières places et disputer la montée. Quand vous n'arrivez pas à enchaîner 3 victoires de suite depuis bientôt, si je suis bon au calcul, 2 ans et demi, ouais, c'est ça, depuis plus de 2 ans et demi, c'est qu'il y a, voilà, il vous Ouais, c'est manque cette parlant. victoire à tout prix pour faire les trois à la suite. Et
pouvoir enclencher une dynamique, même si un nul serait quand même voilà, plutôt satisfaisant quand on sait qu'il y aura eu 7 points d'engrangés sur les 9 derniers possibles. Mais malgré tout, voilà, contre QRM, qui est une équipe qui sera pas forcément simple à bouger, je pense que il faut quand même viser la victoire, d'autant que j'ai vu d'ailleurs sur l'excellent site myligue2.fr, je sais pas si vous connaissez, il y a, il y aurait 2 absents, mais est-ce que C'est c'est ça. pour la semaine après ou est-ce que c'est pour ce match-là? Je ne sais pas du côté de Ouais, non, QRM. non. Bah, Clément, c'est toi Ah bah qui. oui, tout à fait, ouais. Padovani, le défenseur central, et puis Duquesne Capitaine. Snazong, l'attaquant. Acromio, clavicule, et Padovani en torse, je crois, ligamenté, un truc comme ça. Déchirure du mollet, je crois. Déchirure du mollet, ouais, mollet. Donc un mois tous les deux, donc les deux tauliers quasiment ouais, c'est ça, en défense, un truc. Ouais, donc ouais, ça va compter. Après, c'est une belle équipe, QRM, tout de même, il y a des joueurs que j'aime beaucoup. Garion Gébel, il est vraiment excellent depuis le début de la saison, mais ouais, c'est sûr. Et du coup, je pourrais peut-être poser ma question, enchaîner. Quel est ton avis sur justement cette jeunesse? Et puis, je pense notamment à Gaëtan Perrin et Gauthier Hein, qui sont vraiment excellents depuis le début de la saison, des petits formats, un peu des retraites, des Sakibis, mais plus sur les ailes. Qu'est-ce que tu penses de cette jeunesse auxerroise qui joue plus cette saison? Jean-Marc Ferrand s'est un peu remis en question par rapport à ça. Il fait beaucoup plus jouer les jeunes. Je trouve ça vachement cool. Enfin, Gauthier Hein est jeune, mais bon, il jouait déjà. Il y a quelque chose qui change un petit peu dans son approche des matchs et ça paye aussi, je trouve. Alors, je pense que pour Gaëtan Perrin et Gauthier Hein, il faut faire une petite distinction. Alors, certes, ils Oui. sont jeunes, mais dans la tête de Jean-Marc Furlan, ce sont des jeunes qui ont déjà prouvé, qui ont déjà un petit peu confirmé et qui sortent de centres de formation, selon lui, voilà, qui sont réputés, voilà, des centres de formation comme Lyon pour Gaëtan Perrin ou Metz pour Gauthier Hein, des centres de formation Ligue 1, je veux dire, sur les dernières années. Et pour lui, ça lui apporte du crédit. Et s'il a pris ces joueurs-là, c'est pas par hasard. Et s'il les fait jouer, c'est pas non plus un hasard. C'est vrai que ce sont 2 formats un petit peu de poche qui se ressemblent. Gauthier Hein, il fait une saison en tout point, un début de saison en tout point exceptionnel, hein. Je crois qu'il en est à 2 buts et 4 passes décisives. Même à l'entraînement, on sent que c'est un tueur qui laisse aucune miette à ses partenaires, enfin qu'il est vraiment encore plus impliqué qu'avant. Lui, il nous expliquait à la fin du match contre Niort que il a 1 an de plus dans cette équipe. Il a su digérer physiquement les entraînements et la méthode Jean-Marc Furlan, qui sont pas toujours simples à aborder quand on arrive tout juste dans cette équipe. Et voilà, il se sent beaucoup mieux et on sent aussi que le fait qu'on lui donne de la confiance et qu'on le mette titulaire, parce que la saison dernière, il était en concurrence avec Axel Ngando et c'était soit l'un soit l'autre, mais un petit peu plus Axel Ngando en début de saison. On sent que ça lui a redonné vraiment beaucoup de confiance et c'est avec voilà, Gaëtan Charbonnier, le duo, je pense, qui met le plus le feu peut-être à la Ligue 2 en ce moment. Pour Gaëtan Perrin, il a été un petit peu plus en difficulté en début de saison. Jean-Marc Furlan l'a souvent dit, voilà, Gaëtan, il faut qu'il puisse assimiler les protocoles de jeu, les fameux protocoles de Jean-Marc Furlan, c'est-à-dire pas trop partir bille en tête et penser très collectif plutôt que essayer de privilégier la solution tout en dribble et en solution individuelle, puisque lui, il explique, hein, si tu veux arriver dans les 30 mètres, c'est bien, mais il faut respecter les protocoles de jeu, sinon, comme il fait, t'es mort. Hein. Tu vas vite faire un tour sur le terrain, tu subis le courroux de JMF. Mais pour la jeunesse, j'ai envie de dire que là, je fais référence à Sinayoko, il n'a pas trop le choix. Hein. Mercier aussi. Mercier aussi qu'il a fait rentrer contre Grenoble, qui a eu une passe décisive, mais qui, au goût de certains supporters et parfois les miens, hein, je l'avoue, je me dis que il pourrait faire davantage rentrer les jeunes un petit peu plus tôt dans certaines parties. Alors, on va pas dire contre Niort, puisqu'il y avait seulement 2-0 à la 70e minute de jeu et ça s'est décanté en toute fin de match. Mais je prends l'exemple contre Nancy ou contre d'autres équipes. Des fois, on se dit que tiens, il pourrait faire peut-être davantage un petit peu jouer ces jeunes-là, mais
pour ce qui est des résultats, voilà, sa gestion du Ouais. groupe, pour l'instant, on peut pas lui donner tort. Et il fait jouer davantage de jeunes aussi à l'entraînement, comme les Iliane Mohamed, les Paul Joly, etc., qui ont fait quelques groupes cette saison, qui les incluent petit à petit. On sait que du côté des dirigeants auxerrois, on a donné une feuille de route à Jean-Marc Furlan de faire jouer davantage de jeunes. Crise économique oblige et profondeur d'effectifs oblige aussi. Il le fait avec à dose homéopathique, avec parcimonie. C'est mieux que la saison dernière. Ça pourrait peut-être un petit peu mieux cette saison, mais franchement, au regard des résultats, voilà, forcément, quand on gagne, on a raison quelque part. Et là, on peut dire que il arrive à concerner tout le monde, quoi qu'il en soit. Ah ouais, c'est vrai que tu as bien raison de dire qu'en ce moment, Gaëtan Charbonnier, Gauthier 1, c'est le duo qu'on aime suivre. En Ligue 2, je pense qu'on a été assez complet sur voilà sur ce débat sur la JOCR. Prochain rendez-vous donc à QRM samedi à 19h en direct à suivre sur France Bleu Auxerre. Je dis pas de En bêtises. effet. Et Avec avec vous Nicolas. aussi. Voilà, avec Nicolas Fillon et sur Malik2.fr effectivement. Et ensuite le calendrier qui va s'accélérer, il y aura la réception de Rodez mardi, un déplacement à Sochaux dès le vendredi, donc grosse affiche. Et puis avant la trêve internationale d'octobre, ce sera la réception de Nîmes également qui marche bien à 15h le samedi. Donc voilà, c'est vrai qu'on en saura plus à ce moment-là. D'ici la trêve d'octobre, on aura déjà un meilleur aperçu. Nicolas, tu restes avec nous pour le quiz, tu es le bienvenu. En tout cas, si tu le désires. Évidemment. Voilà. Donc hop, je passe au quiz. Et d'ailleurs, J'espère que je vais vous dévoiler le thème de ce quiz. J'espère que l'un d'entre vous n'est pas tombé sur cet article récemment. Sinon, ce sera pas marrant. On va jouer puisque Gaëtan Charbonnier a inscrit un triplé contre Niort. C'est pas Clément qui sourit parce que je crois Ouais. j'ai un peu lu hier, je l'ai Ouais, pas tu l'as- repris. tu l'as un peu Mais lu. bon, Donc, il y a tellement de chiffres. mais avant il de y faire en le a quiz, beaucoup, donc ouais, je pense que tu les auras pas tous en tête. Non. Mais peut-être que Et, tu seras et- et pas. d'ailleurs, juste avant de faire le quiz, on a fait l'exploit de ne pas sortir ces multifactoriels pendant qu'on Ouais. parlait de ça. C'est beau quand même. Ah oui, ça c'est. Et ça fait un C'est petit solide. moment qu'il n'est pas dit, Jean-Marc Ouais, c'est Furlan. vrai. C'est mieux. Ah, Bah, c'est souvent quand il y a une défaite. Donc là, pour le moment, c'est Oui, voilà. Sur le type. quand il y a victoire, on lui pose pas trop de questions sur pour. Enfin, voilà. C'est plus quand il y Ouais, a défaite, on dit bah pourquoi il y a défaite. Il dit bah c'est multifactoriel. exact. Le type, le type, là, t'avais ta Donc, question, c'est multifactoriel. Gaëtan Charbonnier qui a inscrit un triplé contre Niort, c'était samedi, et je vais vous demander tout simplement, puisque c'est alors n'allez pas sur le site, mais c'est la LFP qui a recensé tous les joueurs qui ont inscrit un triplé. Alors ça remonte à 2006, mais je vais pas vous demander jusqu'à 2006. On va s'arrêter à partir de la saison 2018-2019. Donc depuis 2018 en Ligue 2. Je veux que vous me citiez les joueurs qui ont réussi à inscrire un triplé. Il y en a beaucoup. Hein. Il y en a une quinzaine facilement depuis 2018. Donc voilà, faut vous plonger dans les souvenirs récents et moins récents, les joueurs, les attaquants souvent bien sûr, qui ont pas mal cartonné ces dernières années. Alors Clément, tu joueras en troisième puisque tu Ouais. avais jeté un coup d'œil, donc tu auras Bien plus sûr. de facilité. Je laisse la main à l'invité, à Nicolas, pour commencer. Du Bon, coup, hormis Gaëtan Charbonnier. Michael Le Bihan, facile. C'est exact. Lors de la saison 2020-2021, à 2 reprises avec Auxerre, contre Chambly et contre Niort. Déjà. Ouais. quadruplé, ça compte aussi, du coup. Bah non, j'ai pas les quadruplés sous les yeux, j'ai que les triplés. Mais Ah, t'aurais sorti Pipo, c'est ça? Bah ouais. Puis. il y en a eu cette saison hein, déjà. C'était pas le premier, Gaëtan Charbonnier. Voilà, juste pour. Ah bah oui, Duquesne Snazon, merci. Voilà, Duquesne Snazon. Merci. Ça c'est Florian. fait. Clément, du coup. Du coup, j'hésite à sortir parce que j'en ai un plus dur à trouver qui me reste en tête et j'ai plus les autres d'ailleurs. Mais allez, bon, je vais faire du simple, je vais me garder pour plus tard. Alexandre Mendy, forcément, cette saison. Voilà, première journée contre Rodez, il a lancé la saison à 4 triplés. Donc là, on a trouvé, je vous le dis, on a trouvé les trois auteurs d'un triplé déjà cette saison, Mendy, Nazon et Charbonnier. Donc ensuite, voilà, il reste des buteurs depuis 2018. Ça revient à Nico du coup. Ou c'est chaud, je pense que je vais me planter. Pense à la saison dernière, les attaquants qui ont pas mal marché. Moi, je suis focus à JA, les gars. Ah bah ouais, Ouais. c'est plus compliqué pour toi, ouais, c'est sûr. Alors, laissez-moi 10 secondes que je réfléchisse. Pardon.
Euh, voilà, non, je vais donner ma langue au chat plutôt que Non, bah, tente un Tu attaquant sais, de moi, l'année je vais dernière, sûrement dire peut-être. ouais, n'importe quoi, t'inquiète pas. donner C'est pas une grave, saucisse. on t'en voudra pas. Je sais pas. Ouais, je pense pas qu'il ait marqué un triplé. Je vais dire tous Gare, mais non, je pense pas. Non. Ah, Ça aurait pu. ça aurait pu, un attaquant vu l'année passée, mais effectivement, il n'a pas inscrit de triplé, Johan Tousgar. Alors pour l'instant, tu es de côté, on verra si les autres réussissent à faire mieux que toi. Philippe? Momo Bayo? Ouais, Mohamed Bayo, 2 triplés face à Valenciennes et Dunkerque avec Clermont. Clément? Ouais, bah justement, regarde, c'est mon gros joker. Enfin, c'est le dernier qui me reste en tête. Abdoulaye Sané, Sochaux. Ouais, Abdoulaye Sané en 2019-2020 avec C'est le Sochaux contre dernier que Clermont. j'ai. Elle était Celui-là, il était très compliqué. Allez, t'avais droit à un petit Et ça va être joker, quoi? Nico, si tu veux, mais est-ce que il en reste encore de l'année passée? Il y a encore des attaquants l'année passée. Il y a encore 2 attaquants l'année passée qui ont mis un triplé. Il n'y a pas Je sais un y a pas un Auxerrois? Non, il y a plus de. Bah, il y avait Le Bihan qui en a mis 2, mais on l'a cité. Ah, d'accord. Je pensais que du Gimon, il avait mis un triplé une fois, d'accord. Ah non, pas du Gimon, pas de Gimon. triplé, pas de Gimon. Deux attaquants qui jouent encore actuellement en Ligue 2, Nicolas, cette saison, et qui étaient bien en vue la saison dernière qui était dans bien leur en club vue. respectif. Ah non, franchement, que mes amis supporters au Serrois me pardonnent lors de la Ligue 2, mais là, non, je l'ai pas. Bon, pas d'attaquant, Philippe. Bah, j'aurais dit Gaëtan Laura. Et non, il n'y a pas Gaëtan Laura. Pas Gaëtan Laura, pas de triplé pour Gaëtan Laura. Pas Allez, Est-ce que t'en as un autre, Clément? Bah non, du coup, pourtant je les ai lus hier, hein, mais Moi, j'en ai 2 autres, hein, du coup, en fait. Je pense alors, que les 2 on autres va que t'as faire, donnés, on va faire autrement. Du coup, qui remporte la manche? C'est Clément qui en a cité le plus, du coup, avec Abdoulaye Sané. Donc Clément remporte ce point. Non, il est égalité avec moi. t'as égalité Là, avec. Ouais, il est Bah, égalité tu viens avec de moi. dire oui, mais Gaëtan c'est ma Laura. première mort subite. Bah, lui, C'est ma première, il non, a, il a pas trouvé, là. Ah oui, pardon, oui, Oui. vas-y, oui, il faut que tu nous cites un, oui, pardon, oui, pardon. Ouais, Oula. ouais. Et ouais. Du coup, des attaquants de la saison passée. Il en reste 2, ouais, de la saison dernière. Il Putain, reste je les ai en plus. Faut que tu nous proposes un nom. Je Rapidement. ouais, attendez. Ouais. Illy, Sinon, Illy. Ah oui, C'est Riz. Illy. Ah oui, Voilà, il y tu a valides. Et il y a Pour Biron. chercher les grosses Ah, équipes. Contre Bah oui. Dunkerque. Et bah Philippe, t'as dit Biron, mais c'était mon. Je voulais Ah, jouer avec Biron. vous, vous voulez Bah faire deviner. ouais. Donc, J'avais Biron, Illy et Laura, et comme par hasard, j'ai pas donné le beau, quoi. bon, en tout cas, on a tous les buteurs de 2021-2022. Ah On ouais. va remonter ne serait-ce qu'à 2019-2020. Je vais essayer de vous les faire deviner. Donc, un point pour Clément qui a remporté cette manche-là. Voilà, je vais vous donner les clubs et ce sera des questions de rapidité. Enfin, vous me donnez les noms, voilà, comme ils vous viennent. Nous avons un attaquant. Alors là, c'est la saison 2019-2020, donc il y a 2 ans, celle qui a été interrompue par le Covid. Voilà, ça vous Ouais. permet de vous resituer un peu. Un attaquant de Valenciennes. Guillaume? Non. Robaille. Chevalier. Chevalier, Teddy Chevalier. Chevalier, Teddy yeah. Chevalier face à Lorient qui avait mis un Fou le triplé. visage. On Il y a a Wissa un aussi, du coup. Non, il n'y a pas Wissa. Ah. On a un attaquant du Clermont Foot. Gerbic. Ouais, Adrian Gerbic, c'était avant Oui. Momo Bayo, face à 3. On a un attaquant, on a un attaquant de Niort qui cartonnait bien il y a 2 ans. Et Sissoko. Ibrahim Sissoko, il est fort. J'allais dire. C'est Tu fort, l'as lu c'est aussi, fort. Philippe, l'article. Non, même pas. Non. Il est fort. Il est fort. Mais On là, a un, alors, c'est un attaquant milieu offensif de Guingamp. Rodelin. Ouais, Ronny Rodelin, voilà. Ok. Philippe, il est on fire, là. Il torche tout le monde, il est Ok, c'est trop chaud. Pour une fois. Donc, tu vois, Nicolas, pourtant j'ai eu l'article hier, mais là c'est. Celui-là sera peut-être plus ouvert. On cherche un milieu de terrain de Caen. Deminguet. Deminguet. Ouais, Philippe Deminguet, bien joué. Philippe Deminguet. Jesse Deminguet, donc voilà. Jesse P et Jesse Carton Deminguet. plein de Je Philippe demandais à sur, VAR, Deminguet, je suis pas loin au niveau. Ouais, t'es juste. Ouais, t'es juste après. Mais bon, là, il y en a d'autres très fort, Philippe. Mais là, j'ai envie de jouer parce que c'est forcément moins Parce marrant que d'habitude, vous êtes nuls. qui suit que la GIA, donc qui est moins forcément, qui a moins le regard sur les autres clubs. J'ai envie de jouer parce que ça m'avait bien plu la semaine passée avec une compo, un match compo, vous savez, Et oui. Ligue 2. Ah. Il faut juste que je trouve un match sympa. J'ai une note aussi.
Match match de de barrage, Giroud. là, Époque Auxerre, Giroud, c'est peut-être bien. Non, mais là, non, récent, là, tout récent, là, en Ligue 2. Je vais pas vous il n'y a pas eu dire un barrage Auxerre. Auxerre-Le Havre, le match de barrage. Contre le Paris FC. Tu suivais Non. déjà Auxerre ou pas? Non, tu suivais pas encore Auxerre, Nico, à ce moment-là. Non. T'es depuis quand? Non, match plus Auxerre, non, l'année passée, on va prendre un match de l'année passée. C'est vrai que même un match de l'année passée, des fois, c'est pas évident. Mm. Il y a eu quoi? Il y a eu un playoff ou pas Non, bah non, Auxerre 6e. Non, attends, non, je regarde. Pas trop récent non plus. Je vais prendre le Auxerre Chambly, tiens. Le Auxerre Chambly où il y avait eu 4-0, c'est ça, Nico? 4-0, ouais. Oh putain. Ok, je l'ai. Je me lance Bonaventure Calou. À quelques années près, ouais, c'est ça. Alors, attends que je prenne la compo. Hop, ok, on est parti sur Auxerre Chambly. Attends, tu C'était peux juste donner la date? Ouais, c'était le 24 octobre 2020. Donc, j'ai pas la journée, mais c'était en début vers le début. La date pour regarder sur le portable, Philippe. Non, c'est parce qu'à Chambly, les gardiens, il y a eu tellement de changements que c'est dur pour avoir le gardien de Chambly, tu vois. Ah oui. Attends, on va commencer par les joueurs d'Auxerre, Chambly, peut-être. Et après, vous pourrez me donner des joueurs de Chambly si vous les avez. Mais on va commencer par Auxerre quand même. On laisse la parole à Nico. Bon, bah, Dono Léon. Ouais, Donovan Léon, évidemment, dans les buts. Philippe. Autrette était titulaire, ouais. Clément. Saki était titulaire. Ça en revient à Nico. Arcus, à droite, bien joué. Joubal dans l'axe. Et là, je vais me faire avoir Loris. Ah oui, tu te fais avoir, parce que c'est pas Loris qui était titulaire sur ce match. Tu es éliminé. Nico. Vous savez. Ouais, c'était Alexandre Coef, titulaire dans l'axe, du coup. Super. Philippe. Bernard à gauche. Ouais, Quentin Bernard. Ça revient à Nico, du coup. Dugimon, buteur lors de ce match. Philippe. Le bilan. Ouais, auteur d'un déjà dit. on l'a dit. Non, là, pas. Ah non, j'avais. Oh fuck. Nico, il reste plus beaucoup, il reste 2 joueurs. Il reste seulement 2 joueurs d'Auxerre. là on parle des titulaires là. Les titulaires, ouais. Touré. Ah bah oui. Touré, bien sûr, évidemment. Donc Bah alors là, il reste un milieu là. Voilà, il reste un milieu, il reste un milieu de terrain. Milieu droit. Du coup. Milieu gauche plutôt. Dugimon joue à droite. Ah, c'est Dugimon à droite. Ah T'as bon. dit qu'il y avait pas. Saki, t'as déjà dit. C'est ça. Saki, on a déjà dit. C'était pas Gauthier. C'était qui jouait à gauche alors? Il était remplaçant à l'époque. Après, en fait, en vrai, sur la compo que j'ai sous les yeux, c'est droite-gauche, mais ça peut être inversé, effectivement. Ouais. Sur le papier, c'est droite-gauche, mais on cherche peut-être le gars qui joue à droite, parce que Dugimon devait jouer à gauche, en effet. J'ai un trou, je vois plus. Toi, tu sais, Nicolas, c'est qui? Bah, j'imagine. Vas-y alors. De toute façon, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choix, c'est soit l'un, soit l'autre. J'imagine que c'était Ngando titulaire et Aïn remplaçant. Quel sera ton dernier mot? Non, mais c'est Ngando, t'as raison. Ngando, il était titulaire. Je pense que c'est Ngando titulaire. Bah, c'était Gauthier Hein qui était. Je suis mauvais. C'était Gauthier Hein. Et là, on va s'amuser un peu avec Chambly parce que ce sera plus compliqué. Tu l'as commenté, toi, Nico, ce match-là? Oui. Mais est-ce que tu vas te souvenir des Camblisiens? Alors, déjà, un petit indice, ils jouent en 5-3-2. Ouais. Donc, on cherche 5 défenseurs, 3 milieux, 2 attaquants. Et le gardien, évidemment. Clément, on va commencer avec Clément, tiens. Jacques. Ouais, Thibaut Jacques, le capitaine, bien sûr. Classique. Nico? Soubervi? Non, il n'y avait pas Anthony Soubervi. C'était bien joué, mais il devait être blessé ou suspendu, mais il n'était pas là. Mais c'était bien tenté. Philippe? De rien, s'il n'a pas pris un rouge. Il était là. Ouais, non, il était titulaire. Bien joué. Clément? Du coup, dans un système à 5 derrière, Delos? Et non, alors, pardon, si, il était jouait pas derrière, mais il jouait pas derrière. Mais il était titulaire à l'époque avec. C'est pas grave, il était là. Ça passe, à l'arrache. Maintenant, il est arrière, mais. On revient avec Nico quand même, là, c'est plus pour le fun, il n'y a plus les points et tout ça. Est-ce qu'il y avait Correa? Tac. Je te le valide parce qu'il est rentré en cours de jeu. Il était remplaçant, mais il est rentré. Donc, c'est validé. C'est tiré par les cheveux, mais c'est validé. Donc, c'était Guézoui le titulaire alors? Non, Guézoui était blessé. Et c'est au retour qu'il était titulaire, je m'en souviens. Ouais. Clément? Ekmayer? Non, il n'était pas là. Attends, je regarde s'il est rentré. Non, il n'est pas rentré. Il n'était pas sur la feuille de match. Il devait être blessé.
Ils avaient beaucoup de joueurs quand même. Ouais, ouais. Ça, Philippe. À moi? Non, c'est à Nicolas. Non, c'est à toi, Philippe. Non, c'est à Nicolas. Pardon. je dirais. Ouais, il reste combien? Combien Alors, de il vous joueurs? reste il vous reste 4 défenseurs. Moi, j'ai l'arrière gauche, je crois. Ouais, il vous reste 4 défenseurs et 2 milieux de terrain et un attaquant. Et le Henry. gardien? Ouais, Guillaume Henry. Ah oui, Guillaume Henry, c'était l'attaquant. Bien joué, très bien joué. Il reste le gardien aussi, j'ai oublié. Philippe? Alors, moi, j'ai El Riti. Ouais, El Riti à Ah, gauche, c'est bien ça, joué. je Clément? cherchais. Bah, du coup, une chance sur deux, Pont-d'Aimé dans les cages. Ouais, c'était Pont-d'Aimé à Non. l'époque. C'était pas Pont-d'Aimé. Du coup, c'était- C'était déjà plus Pont-d'Aimé. C'est non, bah non. Soit il était blessé, soit suspendu, mais c'est le remplaçant de Pont-d'Aimé du coup. C'est le vieux, là? Ah, quel est Pas son le nom? vieux, il est plus jeune que moi, hein, mais comment il s'appelle? Est-ce que ça va vous revenir? Ah ouais, C'est pas planté, c'est l'autre là. Ah, Et je l'ai plus aussi. Ça sèche. Son prénom, c'est Xavier. Ah, Xavier Pinotto. Oui, Xavier Pinotto. Je sais plus à qui on en était, mais il reste 3 défenseurs, un milieu de terrain et un attaquant. Ah bah, je sais pas si on peut en sortir un comme ça, c'est freestyle maintenant, de toute façon. Ouais, Vas-y, Ouais, vas-y, ouais. dis-moi. Gonzalez. Ouais, ou Marc Bah Gonzalez, oui, Gonzalez, avec bien Thibaut joué. Jacques. Ouais. Est-ce que vous aurez le 3e défenseur central? Ouais, ça, je l'ai pas forcément. Celui-là il est compliqué. Euh, Son prénom, c'est Lucas. Lucas. je l'ai plus. Lucas Camelo. Ah, Ah, ouais. Lucas J'allais te Camelo, dire qui joue en Ok, défense c'est centrale. Camelo, Un jeune, putain. jeune joueur. Il y avait pas Caligari Euh, quand même, il était pas titulaire lui. il est rentré en cours de jeu. Ah ouais, putain. Et Attends, alors là, attends, sur ce ça. match-là, l'attaquant, c'est un attaquant qui était prêté Zabou par Montpellier. Non, c'est pas Zabou, Non, Cyril c'est pas Zabou. Zabou. Prêté par Montpellier. Ouais. Bastien Badu. Ah, Badu. Ok. Ouais, Bastien Ouais, Badu. j'aurais Et il y pu. avait un jeune Boubakary Doucouré qui était titulaire aussi. Alors là, vous D'accord. Ah l'auriez ouais, jamais on a vu un peu. Vous l'auriez jamais trouvé parce qu'il a joué Ouais, très peu non. de matchs. Donc Ouais. celui-là, c'était un peu la surprise du chef. Bon, et ben bon, je peux dire que Philippe a quand même fait un carnage sur les buteurs Ouais, il a enchaîné là. triplés quand on les a fait deviner. C'était pas évident les buteurs de triplé. Clément a gagné la première manche et puis après la compo, voilà Nico quand même dur à battre ouais. sur la compo d'Auxerre. Pouvoir fait briller hein, sur ce coup-là parce que franchement, là, je suis passé pour Et oui, mais c'est ça quand on est focus sur un seul club, c'est plus compliqué. Mais je n'oublie pas que sur les précédents quiz, j'étais quand même voilà, dans le haut Ouais, du panier. c'est la reprise, Nico. T'inquiète pas, le prochain, je suis sûr que tu seras oui. mieux armé, mieux préparé. C'est comme les joueurs, il faut se remettre dans le rythme. Ouais, Merci beaucoup, en tout cas, à tous de m'avoir accompagné. On se retrouve pour un prochain numéro la semaine prochaine. En attendant, toute l'actu de la Ligue 2 sur maligue2.fr et puis l'application mobile qui est toujours disponible gratuitement sur tous les stores. Et puis, je salue du coup, évidemment, l'ami Clément Maillard qui, c'était sa dernière. Alors, peut-être que tu reviendras plus tard dans la saison, mais en Avec tout cas grand pour le plaisir. moment, vous pouvez le retrouver sur le site de l'équipe.fr et il part rejoindre l'équipe. Petit site internet. Voilà. Ouais. Alors, donc on espère pouvoir te lire bientôt. Ouais, je sais pas s'il y aura beaucoup de choses de signer au début hein, quand même, hein, mais bon. Ah, on verra. Ce sera à toi de Mais faire attends. ton trou. Tu nous feras des petits papiers tactiques Ligue 2 Exactement. là. C'est ça. Ouais, Sur Jean Furlan. c'est ça. On espère Ouais, ouais. voir Ligue 2 chez l'équipe grâce à toi en tout cas. Mais voilà, en tout cas c'était un grand plaisir. Depuis 5 mois, tu as renforcé la rédaction avec brio. Vous avez pu lire beaucoup de portraits, de focus. Je sais que tu échangeais pas mal sur Twitter aussi avec les supporters. Donc voilà, un grand plaisir de t'avoir accueilli pour une deuxième fois parmi nous après ton stage. Et puis on te souhaite évidemment toute la réussite possible à l'équipe et puis après ça avec plaisir pour te réinviter pour un prochain podcast d'ici la fin de saison. Je pense que on te reverra dans le podcast avec grand plaisir. Donc voilà, merci à toi Clément. Merci et puis à vous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao. Salut!